電磁戦隊メガレンジャー。地上界の人間ども、今この時よりこの地球は我らネジレジアの支配下に入る。抵抗する者は全てひねり潰されると思うがよい。これはゲームではない。デジタルスーツに身を包み、異次元からの侵略に立ち向かう現実の戦士、それがメガレンジャー。伊達健太メガレッド、遠藤浩一郎メガブラック、並木俊メガブルー、城ヶ崎千里メガイエロー、今村美メガピン100万倍の勇気と100万倍のパワーで地球の未来は俺たちが必ず守ってみせる。行くぞインストールメガレンジャー。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, Bonjour. votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Fabien ? Excellent, excellent. Très content d'être de retour dans ce nouveau décor. Eh oui, bon, décor qui encore une fois est provisoire. Oui. Normalement pour le prochain tournage ça devrait être bon. Oui, mais vous n'avez pas vu qu'on a changé de décor, ça ne se voit pas. L'art de l'illusion. Donc cette fois-ci, donc la dernière fois on vous avait parlé du Godzilla Planet animé of the donc, Monsters. voilà, qui était sorti sur Netflix. Là on va revenir un petit peu sur le retard qu'on avait avec une série de Super Sentai qui est sortie il y a quelques mois déjà chez Shoot Factory, donc Mega Ranger. Donc dans le Toku Focus, on va se focaliser donc sur la série, on va parler en détail de la série, on Petite va rester analyse, hein. uniquement dessus. Dans la Toku Cave, dis-nous qu'est-ce que l'on va faire. Alors on voulait un petit peu varier cette fois-ci, on va pas vous parler d'un objet, mais on va plus vous parler d'un éditeur, plutôt de Shout Factory, et un petit peu de vous rappeler ce qu'ils ont fait par le passé avec le Sentai et vers quoi ils se dirigent vers le futur, parce que franchement, de bien belles choses. Ouais, on va essayer de sont faire le figurées, point, là, voilà. vu que ça fait au moins le 5e ou 6e coffret qui est en cours. Et c'est pas fini, On va essayer loin de là. de faire le point. Et en Dikotoku, Ben, on va vous parler d'un réalisateur assez important qui a œuvré notamment sur Mega Ninja, qui est monsieur Takao Nagaishi. mais tout de suite on lance le Toku Focus. Install! Installメガレンジャー。あいつらこの前のあれは一体今確かにデジタル編集を地上界の人間どもがここまでの科学力を持っていたとは。 Denji Sentai Mega Ranger, il faut savoir que c'est la 21e série de Super Sentai, donc elle a été diffusée entre 1997 et 1998. Donc en fait c'est une série avec des lycéens cette fois-ci, puisque le jeune héros, donc le futur Megaled Kenta Date, qui est un lycéen, une espèce de cancre, on va dire, qui aime bien passer son temps aux jeux vidéo, et il se trouve que c'est un champion d'une borne d'arcade qui s'appelle Mega Ranger, où en fait c'est une espèce de jeu de baston avec des héros de Super Sentai. Et en fait, il se trouve que cette borne d'arcade est une sorte de, on va dire, de borne de sélection pour des jeunes guerriers qui a été installée par une organisation scientifique qui s'appelle INET, qui est une organisation qui a été conçue pour se battre notamment pour affronter un monde parallèle qui s'appelle Nesiria, voilà, qui est dirigé par le docteur Hinela. Donc Kenta est repéré par le docteur Kabuto, qui est le scientifique avec les lunettes, pour être donc le leader d'une nouvelle team de super-héros, donc les Mega Ninja. Et donc Kenta va faire équipe avec 4 de ses camarades de classe, de lycéens, donc deux garçons et 2 filles. Voilà. Donc ça c'est le pitch de la série. Donc ils vont aller se battre contre le docteur Hinela et ses 2 âmes damnées, à savoir Shiborena et Yugande.
Voilà, donc ça c'est C'est le le pitch, pitch global. global. On va dire que la série est à la fois une série basée sur les jeux vidéo et c'est une série thématique spatiale. Spatial, oui et non, puisque c'est secondaire quand même dans la C'est série. secondaire. Enfin, c'est secondaire. c'est souvent sous-entendu, mais tu sais jamais si réellement ils ont eu. Voilà. Enfin voilà. Justement, le concept de base, c'était de faire une série sur l'espace. Alors ça tombe très bien que tu parles de ça, puisque l'idée de base, c'était de faire une série sur l'espace. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand ils faisaient Power Rangers Turbo et qu'ils ont commencé à adapter Mega Ranger, ils pensaient que c'était une série spatiale et que c'est pour ça qu'on a eu après Power Rangers in Space. Alors qu'est-ce qu'on peut dire grosso modo de Mega Ranger comme ça un peu plus de 20 ans après? C'est que, je sais pas ce que tu en penses ou ce que vous en pensez, c'est que je trouve que c'est vraiment une série très innovante. Je trouve que c'est vraiment une marque, une date dans le Super Sentai. On sent qu'il y avait la volonté de vraiment, encore une fois, changer la donne. C'est-à-dire aussi bien dans les thématiques, dans la mise en scène, aussi bien dans les effets choisis que dans la mise en scène technique pure. On sent que Tout à fait. y a une envie, déjà la mise en scène est beaucoup plus dynamique que les séries faites avant. Notamment, il y a beaucoup de travelling. Je pense qu'ils ont dit, bon maintenant, on va passer un autre cap, on va arrêter juste les zooms et les plans fixes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travelling circulaire. Souvenez-vous par exemple du générique de Kaku Ranger, on voyait ce travelling circulaire autour des personnages. C'est un effet qu'on voit carrément sur toute la série. Oui. Même au niveau du pitch, du scénario, cette idée d'un personnage qui va être sélectionné via un jeu vidéo, ça avait déjà été utilisé dans un film américain des années 80 qui s'appelait The Last Starfighter, qui était en plus l'un des tout premiers films américains à utiliser des images de synthèse pour créer des vaisseaux spatiaux. Oui. Et c'est pertinent parce que justement Mega Ranger est l'une des premières séries à utiliser l'imagerie numérique de façon massive dans le Super Sentai. Il y a beaucoup de morphing par exemple, il y a beaucoup de personnages en 3D. Oui. D'ailleurs les plans on les voit surfer justement c'est ces personnages en 3D. Bon, bien sûr ils sont pas animés, ils sont fixes, mais c'est la première fois effectivement qu'on voit des doublures numériques pour des personnages de Super Sentai. D'ailleurs la technologie a vraiment un rôle important dans la série puisque la base de Nezilia c'est un vaisseau moitié concret, moitié en grid finalement. Oui. D'ailleurs, fait amusant, si vous remarquez, si vous écoutez attentivement chaque passage où on voit ce vaisseau, le son qui est utilisé, c'est le son du fameux TARDIS de Doctor Who. Oui, c'est vrai. Voilà, ils ont réutilisé le son de la banque de sons qui devait avoir. De toute façon, la banque de sons, elle est assez diverse dans cette série. Je trouve que ce qui est assez hallucinant avec cette série-là, c'est que là, on sort quand même d'une série qui était axée sur la mythologie. Puis ensuite, on a eu Orenja et Karanja, on essayait un petit peu d'amener des thématiques un peu plus contemporaines, mais pas aussi ancrées que ça l'est là, en fait. Puisque c'est vraiment une capsule, je trouve, de ce Japon fin de siècle, fin de millénaire. C'est-à-dire, on voit les jeunes qui sont en train de programmer leur truc sur ordinateur. Ils ont des beepers. Alors, c'est très daté par l'époque, mais ça montre, on essaie totalement. C'est du ici et maintenant. Il y a un truc qui m'a vraiment fait halluciner avec cette série, c'est qu'à un moment donné, il y a toute une réflexion avec les appareils électroniques, l'usage des appareils électroniques au Japon à l'époque. Il y a un moment donné où l'un des monstres est équipé de rayons X pour voir à travers les costumes des Mega Rangers. Et le docteur Kubota révèle peu de temps après qu'en fait les costumes sont conçus de telle sorte à ce que les rayons X ne passent pas à travers, les rayons infrarouges. Oui. Et ça fait écho à une affaire qu'il y avait eu à l'époque au Japon en 97-98. Il y a une caméra qui était sortie, une caméra grand public, alors je ne sais plus si c'est Sony ou GVC qui a sorti ça, qui permettait de voir à travers les vêtements des gens. Et du coup, c'est Jean-Pierre Limousin qui en parle dans son documentaire Voyage sur le Japon. Et du coup, ça avait fait un scandale et du coup, il y a plein de mecs qui avaient acheté ces caméras pour faire des bidouillages maison et la marque qui avait produit cette caméra a arrêté la commercialisation directe parce que ça faisait un scandale tout ça. Mais il y a cette façon dans la série de capter des petites choses de ce Japon urbain de l'époque qui, je trouve, est assez saisissant. Oui, mais même le fait que les héros soient des lycéens et que tu prennes le temps de les suivre dans leur galère de lycéens, parce que jusqu'au dernier épisode... Sur une année scolaire presque en temps réel, en fait. Même dans le dernier épisode, tu as ce questionnement sur la part
du fait d'être étudiant et d'avoir des obligations en tant que Bien sûr, tel. bien sûr. En même temps, tu les vois dans leur quotidien, quand ils vont notamment dans les salles d'arcade et tout ça. Par exemple, dans le premier épisode, tu as tout un passage qui est quand même assez long au début, Oui. où tu prends le temps de les voir jouer, de les voir évoluer dans cet univers-là. Comme tu le dis, ouais, c'est une tranche de vie de l'époque. Tout à fait. Et c'est limite des images qu'on pourrait retrouver dans des documentaires qui ont été faits quasiment à la même période, Ouais, bien sûr. sur cette nouvelle génération d'otaku Ouais. qui venait d'arriver au Japon. Documentaire de Benex, notamment Otaku. Oui. Ouais, je suis d'accord. Et en même temps, je trouve qu'il y a aussi une volonté presque de recommencer un peu le genre à zéro, puisque notamment au niveau des costumes, je trouve que c'est des costumes qui pourraient être adaptés à n'importe quoi en fait. C'est pas des costumes très marqués au niveau de leur thématique. En fait, ils sont juste marqués au niveau du symbole qu'ils ont dans le casque, mais à la limite, compte tenu qu'il n'est pas imprimé sur le casque, qu'il apparaît que pendant des séquences clés, c'est vrai que les costumes sont très basiques. En fait, cette coupole, ça me fait beaucoup... C'est vraiment un hommage aux séries estampillées Denji, comme Denjiman, où ils ont cette coupole, dans Bioman, Shodenshi Bioman, où ils ont toutes ces coupoles-là. Et c'est vrai que je trouve que ces costumes sont très épurés, et je trouve que justement, je trouve que c'est fait peut-être partie des plus beaux costumes de Super Sentai, justement, à cause de ce côté très épuré, très simple, ce qu'on appelle le streamline, en fait. C'est-à-dire, on enlève tout ce qui est pas nécessaire. Et je trouve qu'on retrouve ça sur les robots aussi, le fait comme on peut le voir là, de recommencer sur un robot avec un seul véhicule principal plutôt que de 5 véhicules, je trouve ça assez intéressant. Le robot à 5 véhicules, donc le méga voyageur, il arrive finalement que dans le dernier tiers de la série, plus ou moins. Passé la grande moitié de la série, il n'y a que 2 robots qui ont un seul véhicule à chaque fois, qui peuvent se mélanger certes, mais c'est pas des véhicules tel qu'on l'avait dans les séries Sentai, avec plusieurs véhicules qui se fusionnent ensemble. C'est vrai que le Galaxy Mega d'un côté, Delta Mega de l'autre, sont vraiment 2 entités bien séparées, donc qui fusionnent après, mais c'est vrai qu'on retrouve aussi peut-être une identité plus spécifique aux robots, je trouve. J'aimerais surtout parler des méchants, parce que les méchants sont assez intéressants, surtout vis-à-vis de leur équivalent américain. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la version américaine, ils ont vraiment voulu aller au contre-pied de ces méchants-là, parce que autant là, on a vraiment l'archétype des méchants. Yugande, c'est le général, Gulai, c'est plus ou moins le traître. Enfin voilà, on a quand même des archétypes, mais qui au final ne sont là que pour servir un moment. Par exemple, Yugande, il arrive, il est là pour protéger Shibolina, par exemple, et il va se sacrifier après, enfin voilà, il lui arrive que des trucs comme ça. Ce qui est intéressant avec ces méchants-là, c'est qu'ils se confrontent très rapidement aux héros. Genre Yugande, je crois que c'est dans l'épisode 10, au 5e épisode, je sais plus, où il y va et il se prend une tannée, mais il revient en fait. C'est pas forcément les méchants les plus forts, mais c'est les méchants peut-être les plus persistants, on va dire, les plus tenaces. Voilà. Alors que dans la version américaine, ils ont une très grande évolution. Par exemple, vous prenez Darkonda, donc l'équivalent de Gulai, c'est quand même le mec qui kidnappe la sœur du Ranger Rouge. Enfin, c'est limite un pervers psychopathe. Ouais, bien sûr. Par exemple, Ecliptor, c'est pareil, c'est le chevalier servant, chose qu'on retrouve pas forcément avec Yugande, qui là est le général, le guerrier, mais qui n'est pas, qui n'a pas cette aura d'un père avec Shibolina comme il peut l'avoir avec Astronema. Il a des semblants, certes, mais je trouve que Yugande, il se résume à sa qualité de guerrier. Je suis d'accord avec toi parce que justement, j'attendais beaucoup de ce personnage en fait. C'est un personnage qui a quand même une sacrée réputation, qui est très apprécié par les fans. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il avait assez peu de profondeur, qui a un look superbe. Mais quand tu compares par exemple un personnage comme Grey dans Jetman, qui était un personnage tragique par essence, là on en est loin quand même. Après, il a un look superbe. Tu veux continuer sur les méchants? Oui, alors moi je voulais juste parler cette fois du docteur Inela, parce que c'est vraiment lui le personnage le plus intéressant des méchants. Il me fait penser un peu au Dr. Man dans sa psychologie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se sacrifier pour la science et qui est limite prêt à pas à devenir une machine, mais à passer à un autre stade. À sacrifier sa forme humaine. À sacrifier sa forme humaine pour devenir quelque chose de supérieur. C'est vrai que moi, quand je voyais l'épisode final,
on te raconte son histoire avec sa fille Oui, qui se sacrifie. Je me dis, mais attends, on est plein dans Mechagodzilla contre-attaque avec ce type qui va sacrifier sa fille, qui est prêt à évoluer, à devenir une machine pour servir la science et aller au-delà de l'humanité simple. Tout à fait. Et on sent qu'il a été vraiment détruit par l'humanité. Enfin, il a plus aucune compassion pour l'espèce humaine. Il y a un dilemme moral, notamment avec l'un des personnages... Dr. Kubota. Voilà, avec le professeur des gentils, et qui du coup est assez intéressant, parce que quasiment dès le début, on sait qu'ils sont liés. Oui, voilà, c'est des alter ego. Mais pour autant, je trouve que leur évolution à tous les deux et leur relation commune, elle prend son temps. Oui, parce que tu apprends les choses tout à la fin, en fait. C'est ça. Et tu sens justement qu'il y a eu ce moment tragique qui a fait que le docteur Inela, il a totalement basculé du côté obscur et que jamais il ne pourra revenir. Docteur Saejima, voilà, c'est son vrai nom. Et la fin le montre très bien. Oui, la fin qui est quand même un moment assez anthologique, je trouve, en termes d'enjeux spectaculaires. On fait enfin aboutir cette thématique des versions négatives des héros. C'est quelque chose qu'il y avait déjà dans d'autres séries, et de manière un petit peu modérée. Là, enfin, ces personnages-là ont une importance, ont une consistance, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont programmés pour détruire spécifiquement leur alter ego positif. Et c'est ça à la fois qui les définit, c'est ça qui va les perdre. Je trouve que c'est des personnages qui sont très bien utilisés au début, mais on a tendance à les faire revenir ensuite plusieurs fois en mode Deus Ex Machina, des fois. Notamment sur la fin dans la ville, voilà. où ils sont totalement digitalisés, où ils reviennent comme ça en fantôme. C'est vrai que on sent qu'il y a eu besoin de les remettre parce que... parce qu'à un moment donné, le docteur Inela est sur le point de gagner, puisqu'il enferme les héros dans des espèces de micro-cartes, de micro-puces, et les lames des fantômes des Nisilenja revient pour les libérer parce qu'ils veulent à tout prix détruire eux-mêmes leur proie. Ils estiment que c'est à eux de les tuer. Alors, ce qui est très bien, puisque voir des combats entre méchants, c'est cool, des oppositions entre méchants, c'est cool, mais des fois tu dis, c'est vraiment le truc qui est fait pour libérer les héros quand ils sont en danger, en fait. Mais ça fait partie des petites facilités qu'il y a dans la série, mais au final, je trouve comme beaucoup de séries de Sentai, de toute façon, on ressort vraiment super content. Alors, moi, je voudrais enchaîner sur les... Parce que ça fait aussi partie plus ou moins des méchants, sur les transitions. Ouais. Notamment quand ils ont des nouveaux robots et tout ça. Oui. J'ai trouvé que dans cette série, c'était assez bien amené et qu'il y avait vraiment le sentiment d'urgence et le sentiment de tragédie. Notamment quand ils vont chercher le Delta Méga, par exemple, ou le Galaxy Méga est totalement à la merci des méchants. Pareil, quand ils vont chercher le Méga Voyageur, où là on a Gulai qui a grandi et qui a muté, et qui est un véritable défi pour les héros, là, pour le coup. Le robot est en flammes, d'après ce que je me souviens. Il y a quand même vraiment le sentiment de se dire on va peut-être perdre un robot au milieu de série. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas forcément eux qui ont besoin de piloter le robot, en fait. C'est qu'on voit les équipes scientifiques du Dr. Kubota qui peuvent gérer le pilotage du robot. Oui, parce que les robots ne sont pas liés aux héros. Ils sont là. D'ailleurs, le Galaxy Méga, c'est la base qui se transforme en robot. Bien sûr. Un peu comme le biorobot, finalement. C'est un peu ça, oui. Dans un sens. Bien sûr. Là, on revient sur une série vraiment sur des lycéens. On avait déjà eu par le passé des séries des lycéens comme Liveman, par exemple, ils étaient un peu plus âgés, c'était étudiants. Mais là, on voit vraiment, comme tu disais, cette problématique de réussir ses examens, d'avoir une bonne famille, etc. Enfin, ces jeunes-là ont une pression sur le plan personnel. Alors, on sait qu'au Japon, il y a une pression énorme au niveau de tout ce qui est éducation. D'ailleurs, il y a pas mal de moments sympas avec leurs profs qui à la fois les soutiennent, mais leur disent « bougez-vous » et tout ça. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est que
la dynamique habituelle de cette série-là, elle est complètement changée ici. Ce que je veux dire, c'est que pour une fois, là, le rouge, c'est un cancre. C'est-à-dire que c'est un mec qui n'a pas du tout... c'est un personnage avec des qualités, mais c'est pas un personnage qui est fait pour être un leader. Oui, c'est pas le chef beau gosse Non, voilà. qu'on va suivre comme ça, Ouais. Comme dans toutes les séries Non. qui se respectent. Parce que le personnage qui a le plus de profondeur, le plus de charisme, en tout cas pendant quasiment toute la série, c'est le Mega Blue, c'est Shun, qui est clairement lui le leader, qui est clairement Oui. lui qui prend les décisions et qui trouve des solutions à tous les problèmes. Et je trouvais ça bien pour une fois d'inverser un peu la perspective. Non, vraiment, enfin, je trouve que ces 5 jeunes, vraiment, ils ont été très très bien choisis. Et on a en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a 2 bullies. Oui. On a les deux emmerdeurs, on va dire, de lycéens, une espèce pas de Bulk et Skull japonais, mais on a donc, Presque. Il y en a un d'ailleurs qui est joué par... par l'acteur qui était dans The Ranger, Ouais. le jaune en fait. Ouais, Boy. Boy, il est dedans, c'est marrant. Alors, il doit faire 2 épisodes, on le voit vite fait au début. Et, Non, il est là tout pendant... Ouais, il a tout un arc à la fin. Ouais. Il a tout un arc à la fin, on le voit. Enfin, on le voit vite fait au début, il a tout un arc à la fin. C'est vraiment à la fin où il devient très intéressant comme personnage. Et encore une fois, dans les autres séries, ces genres de personnages, ils seraient là pour meubler. Ils ont véritablement un enjeu émotionnel. Toute la fin, là, dans la ville du Docteur Himmler, oui, c'est génial. c'est limite eux qui dirigent le récit, Bien sûr. par moment. Oui, tout à fait. C'est les civils cool. qui gèrent le truc à un moment donné. Et ce qui est magnifique, c'est que vers la fin, on se pose la question de la légitimité de ces héros-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pays se retourne contre eux. On leur dit, mais c'est à cause de vous qu'on a ces attaques, c'est à cause de vous que le docteur Himmler nous menace, on ne vous veut pas. Et à un moment donné, ils se font même chasser du lycée, quoi. Oui. Et à un moment, parce qu'à un moment dans la série, ils ont un petit club informatique qui s'appelle le Digiken. À un moment donné, ils se font bannir de leur école et ils sont obligés d'installer leur QG ailleurs, dans une espèce de petit dépotoir dans un petit quartier pauvre et tout ça. Et c'est super intéressant. Énormément de plaisir devant cette série. Je trouve que c'est vraiment peut-être l'une des meilleures des années 90. Je trouve qu'aussi en termes de design, les personnages et les monstres sont extrêmement bien faits en termes de design, en termes de costumes. Par exemple, le design des New Zealanders, je trouve qu'ils sont magnifiques. C'était vraiment une très très bonne série. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la voir. La fin est très surprenante. Je trouve. Enfin, il y a tout un questionnement à la fin qui trouve la résolution habituelle, mais il y a quand même un moment où les héros doutent. Mais même nous, on croit qu'il ait pu se passer quelque chose de terrible. Bien sûr. À la fin. Et ça prend son temps, c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Non, franchement, si vous ne l'avez pas vu, revoyez-la ou regardez-la. Donc là, c'est sorti depuis fin 2017 chez Shoot Factory. Donc, ils ont fait un super boulot comme d'habitude. Voilà. Donc maintenant, dans la Tokucave, on va se focaliser un peu justement sur toutes ces sorties DVD. Ça marche. Ça fait plusieurs fois qu'on vous parle en fait de Shout Factory et de leur sortie Tokusatsu. Ils ont sorti notamment Ultra Q, Ultra 7. Ils ont licencié quasiment tout Power Rangers. Ils ont tout sorti dans des superbes coffrets. Et donc, comme vous le savez, depuis 3-4 ans, ils sortent toutes les séries Super Sentai qui ont été adaptées en Power Rangers. Donc, c'est-à-dire depuis Zio Ranger. Donc là, ils en sont actuellement à Gingaman. Et la série suivante, Gogo 5, est déjà annoncée. Pour avril. Pour avril. Et ils comptent littéralement quasiment tout sortir. Et ils estiment qu'autour de 2020-2021, ils auront rattrapé le retard sur Power Rangers. Je crois on devrait être, je crois en 2021, d'après ce que j'avais cru lire, il semblerait qu'ils auraient sorti Kyoryuger. Donc, ou peut-être même Ninja. Donc Dino Charge étant sorti il y a peut-être 2 ans maintenant, grand maximum. Enfin voilà, c'est quasiment impensable de se dire que il y a encore 5 ans qu'une boîte comme ça aurait réussi en 3 ans à sortir 6 séries. 6 séries, ouais. Et que dans 2 ans, ils auront sorti quasiment toutes les équivalences à Power Rangers une vingtaine de séries en DVD, en DVD US. Bien sûr. Mais surtout, voilà, nous, ce qu'on voulait parler pourquoi on voulait vous parler de Shoot Factory, c'était vraiment pour faire un peu le point, parce que c'est vrai que c'est un peu l'éditeur phare du tokusatsu, et du coup, donc,
comme tu disais, ils ont sorti Ultra Q. Donc ça, on en avait parlé dans une émission dessus. Très très beau coffret. Oui. Très très beau coffret de Ultra Q, donc la série originale en noir et blanc. Ils ont sorti aussi, toujours dans la même collection, Ultra Seven. Tout à fait. Ultra Seven, qui là, cette fois, est la 3e série de l'univers Ultra, donc série en couleur. Johnny Soko. Johnny Soko, oui, tout à fait, qui là, par contre, était sorti dans la version anglaise, mais Oui. parce que je crois qu'il n'y avait pas de master ou qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir les droits. Enfin, Non, pas pour la version japonaise. voilà. Mais pareil, c'était un magnifique coffret. Très très beau coffret et très beau livret aussi d'Auguste Dragon. Oui, très, parce très, que les très sorties bon à chaque fois documentaire. étaient agrémentées d'un magnifique livret. Ils ont sorti aussi en Blu-ray Message from Space, hein, les DVD Et en DVD aussi. Et en DVD. aussi, ils ont sorti ça. Dans la version anglaise d'ailleurs, hein. Oui, C'est la pas la version version anglaise. japonaise, mais c'est la seule édition qui contient le doublage anglais. Donc Tout à fait. c'est quand même intéressant de le souligner. Qu'on aime ou pas, ils ont aussi sorti Power Rangers et j'ai envie de dire, ils ont fait du travail de titan. Une série comme Power Rangers, on n'imaginerait pas que quelqu'un aurait pu sortir ça un jour. Quand vous voyez les coffrets américains qui sont bourrés de bonus et qui sont tous plus intéressants les uns que les autres, on sent vraiment qu'il y a eu un budget interview terrible pour cette sortie-là. Il y a un traitement éditorial qui est assez énorme, hein, je trouve. Vraiment, le traitement éditorial est très très beau. Ça montre qu'ils ont ajouté de la plus-value à leur sortie. Mais ils ont raison. It's morphin' time. See where the international sensation began. Mighty Morphin Power Rangers, the complete series. Relive the thrill-packed, martial arts-filled adventures of these ordinary teenagers with attitude. I've had my fill of this monster. Let's sit and pack. Yeah. Let's do it, guys. Filled with action, humor, and heart. Now, where were we? All 155 original episodes of Mighty Morphin Power Rangers and Mighty Morphin Alien Rangers in one 19-disc complete series set. Those stupid teenagers don't know who they're messing with. The pathetic power pumps are mine! Including 2 discs of rarely seen archival materials and brand new retrospective featurettes. Mighty Morphin Power Rangers. Own this iconic series today on DVD. Ils ont aussi sorti les Gamera. Oui. Aussi. Oui. Et dans leur collection Mystery Science Theater, il y a aussi 2-3 remontages de Tokusatsu qui sont sortis. Time of the Apes qui est sorti dans cette collection, par exemple. Mighty Jack aussi, je crois qu'il avait fait un truc. Il y a d'autres films, d'autres remontages de films aussi. Donc il y a eu énormément de Tokusatsu qui sont sortis. Et surtout, voilà, aujourd'hui, c'est l'éditeur occidental du Super Sentai, on pourrait dire. Ni plus ni moins. Voilà, parce que c'est en 2014 où ils ont annoncé au Comic-Con de 2014, comme ça, sans crier gare, sans que personne ne s'en doute, on va sortir The Ranger. Voilà, comme ça, en plein milieu d'une conférence de presse, personne n'y croyait, ça a mis du temps à se mettre en place, bon c'est normal. Les débuts de collection c'est toujours... et puis en 2015, je crois que c'était en février 2015, peut-être mars 2015, et apparu le premier coffret, donc The Ranger. Inespéré, j'ai envie de dire, parce que, encore une fois, jusqu'à ce que le coffret sorte, les infos étaient très limitées. Ils diffusaient très peu d'informations là-dessus. On sentait vraiment qu'ils gardaient secret le projet jusqu'au bout. Et après, ils ont enchaîné. Oui, à raison de 2 à 3 séries par an. Ouais. Et là, par exemple, on a eu l'an dernier, on a eu All Ranger, K-Ranger et Mega Ranger. Et là, cette année, au mois d'avril, on aura déjà 2 séries qui sont sorties. Bien sûr. Ce qui veut dire que sur 2018, on peut en avoir 3. au moins 4, peut-être limite 4. 4, ouais. À raison d'une par saison. Voire peut-être 5, avec de la chance. Et à la fois, ça marche, hein. Les ventes sont très bonnes. Hein. Oui. Là, ça s'enchaîne, parce qu'en plus, Mega Ranger devait à la base sortir plus tard, je crois. En août, je crois, à la base. Ou en septembre, et il a été décalé à octobre. Ce qui veut dire qu'on aurait pu avoir une 4e saison en 2017.
Et du coup, là, démarrer l'année avec GoGo 5, par exemple. Enfin, le principal, c'est que ça sort. oui, mais moi, je suis impressionné de voir qu'en 3 ans, 4 ans, il y a eu presque un peu moins d'une dizaine de séries qui sont sorties. Bah écoute, il y en a eu 6. Il y en a quand même eu 6 en 4 ans. Ça casse un peu la légende qui prétend que les Américains n'aiment pas ce genre de série où ils ne sortiront jamais. Voilà, et moi je reste admiratif quand même de voir ça, et on voulait en parler avec vous parce que c'est quand même intéressant de faire le point. Oui, c'est vrai, et puis même ça évolue assez rapidement, mais je pense que la fanbase est très bien ciblée aussi. Je pense qu'il y a un business plan qui a été très très bien étudié, et il table aussi sur le carton de Power Rangers aux États-Unis. Encore une fois, ça va vous sembler aberrant à vous les puristes, mais il faut aussi faire du pognon aussi à un moment donné. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que quand vous sortez ce type de série-là, tout le monde voudrait que ça sorte en France, mais personne n'a envie de mettre de l'argent. Donc à un moment donné, quand on a un éditeur qui licence la bonne série dans le bon pays, à savoir Power Rangers, et qu'ensuite vous ciblez votre fanbase pour sortir d'autres séries, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et surtout qu'en France, on pourrait le faire. On pourrait le faire, surtout quand on voit il y a une génération là, d'éditeurs qui arrivent et qui sortent des trucs super. Sauf qu'en France, regarde, même les coffrets Power Rangers, ils sont à 1000 lieues de ce que sort Shoot Factory. Bien sûr. Donc le problème c'est que jamais en France on pourra sortir ça. Non. Quand tu vois que déjà la série pilote, t'arrives pas à la vendre correctement, alors qu'aux États-Unis ils te font des coffrets métallisés, bien colorés, bien tout ce que tu veux, bourrés de bonus, bien sûr. tout ça, et qu'en France t'as des cartons, t'as des boîtiers en carton merdiques. Quoi. Je sais, mais sans VO. Ouais, et sans VO. Donc bon, écoutez, voilà. Non mais surtout voilà, on voulait faire le point sur Shoot Factory parce que il y en a peut-être qui savent même pas que c'est sorti. C'est ça. C'est sorti en DVD et... Moralité aussi, quand tu veux faire acheter aux gens, il faut leur proposer un bon produit. C'est tout. Bah oui. Excuse-moi, mais moi j'ai pas envie de payer 50 balles pour un produit de merde, quoi. C'est sûr. Voilà. Donc bon. Du coup voilà, on voulait juste faire ce point-là. Maintenant on passe au Dikotoku. Alors dans ce Dikotoku, on va vous parler de monsieur Takao Nagaishi, qui est un réalisateur de Super Sentai et de Kamen Rider, qui est né donc tout d'abord en janvier 1945 aux alentours dans la région de Hiroshima. Préfecture d'Hiroshima. Et ça va être très important pour la suite. On va en parler après, mais donc déjà voilà, il est né en 1945 à Hiroshima. Et il va, de mémoire, intégrer la Toei assez rapidement, je crois. On va dire que ça se passe dès le début des années 70, en fait, puisque j'ai pris ma petite feuille, parce qu'il y a quand même beaucoup de titres à retenir. Il faut savoir qu'il est scénariste. Oui. Sur plusieurs séries de la Toei, notamment les Kamen Rider, donc sur la première série Kamen Rider, sur Kamen Rider V3 aussi, sur Kamen Rider Amazon. Oui, où là il le coécrit carrément avec Toru Hirayama, le producteur. Et puis ensuite sur du Sentai, donc sur Flashman et sur Orenja. Ça arrivera bien plus. Ça c'est plus tard dans les années 80-90. Mais surtout, entre cette période-là, entre les premières séries Kamen Rider et le Sentai, il va passer à la réalisation cette fois-ci. Il va réaliser énormément de séries de Super Sentai. Alors, je vais citer dans l'ordre. Donc on a Changeman, Flashman, Maskman des années 80, Liveman, Turbo Ranger, Fiveman, Orenja, Mega Ranger, Gingaman. Il était le réalisateur principal. Ça fait partie des 2-3 tops de Mega Ranger. Donc Gingaman, Go-Go 5, Shinkenja et Go Seija. Et ensuite il a fait du Kamen Rider. Oui, il est revenu en fait. Sur la période des années 2000. Oui. Donc Kamen Rider Kuga, Kamen Rider Agito, Kamen Rider Ryuki, Kamen Rider Phase, Kamen Rider Blade, Kamen Rider Ibiki, Kabuto, Den-O, Kiba, Decade. Ouais, en fait, il a fait toute la première partie du run SCI en fait. Et en fait, il faut savoir aussi qu'il a réalisé Kamen Rider The First. Ah, c'est lui qui avait fait ça. Ouais, c'est lui qui a réalisé ça, donc ce fameux film de 2005 qui devait être le reboot cinéma de la franchise. Et le deuxième film qui cette fois est signé Ryota Tazaki, tout à fait. Mais aussi, il a fait le film Kamen Rider Den-O Ironborn. Oui, donc le film adapté de la série Den-O. Il avait fait aussi la série Changearion. Oui. Ça c'était lui, et moi je le connaissais surtout de la série des V-Cinéma Rape Man.
Qui veut dire le violeur. Voilà, donc en fait c'est une série avec un héros de la nuit qui interroge des gens en les violant en fait. Voilà, donc c'est, on va dire, sa phase B. Et le jour, tu fais des épisodes de super-héros, et la nuit, tu fais du Redman, en fait. Donc c'est le grand écart. Et en fait, je crois qu'il a fait 5 ou 6 films de Redman. Hein. C'était une série comme ça, parallèle, qu'il faisait en plus, hein, parce qu'il faut bien manger. Et donc ce monsieur nous a quittés en 2013, donc à 68 ans. Et je crois que c'est pas pour de raison naturelle, malheureusement. Non, en fait, il est décédé à l'hôpital. Faut savoir qu'il est décédé à l'hôpital. Et surtout, il est décédé justement des suites des radiations. Donc c'est pour ça qu'on vous disait que c'était très important qu'il soit né en 1945 à Hiroshima. Puisqu'en fait, il a développé... il a été, je pense... irradié sûrement. Irradié. Et du coup, il est décédé des suites d'une longue maladie, visiblement liée aux radiations. Quoi. Voilà. Bon, ça reste quand même un réel intéressant dans la mesure où il a vécu vraiment l'âge d'or de la Toei en rentrant par la porte scénariste dans les années 70 et en bossant sur la grande période des années 80 où le genre vraiment a explosé et est arrivé au stade de maturité. Moi, je sais que personnellement, le Kamen Rider The First a été une grosse déception. Pas faute au design, pas faute à sa mise en scène, mais faute au scénario, je trouve, qui était quand même pas terrible. Mais bon, je trouve que c'est quand même un monsieur qui était super important. Ouais, et puis surtout, il a traversé les décennies. Exactement. Parce que la dernière série qu'il ait fait, c'est les Goseiger, c'est les séries comme ça. Donc là, on est vraiment dans du Sentai contemporain. Contemporain, bien sûr. Dans les séries des années 2010, où justement, comme je disais, il a traversé les époques comme ça, à la fois du début de Kamen Rider, limite il a quasiment vu le début du Sentai jusqu'à sa première fin, quasiment à l'époque Goseiger, Gokaiger. Bien sûr. Et il était là. Ouais. Bon ben voilà. Donc voilà, c'était quand même un monsieur dont on voulait parler parce qu'il a fait beaucoup de séries. C'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre de vous parler de réalisateurs, parce qu'on a l'impression d'aligner comme ça les noms avec toujours les mêmes types de séries, mais ils étaient quand même certes beaucoup sur les séries, mais je pense que chacun mène sa patte. Avait sa patte plus ou moins de manière plus ou moins. Je pense que t'es obligé, ou pas, tu pètes un câble. Voilà. Et du coup, Monsieur Nagaishi faisait partie de ce personnel-là. Donc on voulait quand même vous en parler. Et voilà. Il y aura hommage. Bon, donc, c'est fini. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Tout à fait. Mega Ranger, encore une fois, on vous le rappelle, c'est sorti chez Shoot Factory. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Voilà, donc les autres séries sont également sorties. Là, ils viennent de sortir Gingaman. On en parlera prochainement. Du coup, là, on va peut-être se quitter sur le générique d'ouverture de Mega Ranger, qui est fabuleux. Voilà. Et puis la prochaine fois, on verra ce qu'on fait. Peut-être un petit Spectreman, un Gingaman, on ne sait pas encore, on verra comme ça. Voilà. Donc en tout cas, prenez soin de vous et transmettez-vous.